Sandrine Dénin, je démarre une thèse en CIFRE à l'UMRGO à IRSTEA Montpellier et également au sein d'un petit bureau d'études qui travaille sur ces questions de climat qui s'appelle Tech Conseil. Donc ma présentation porte sur l'adaptation au changement climatique sur les territoires. Essayer de regarder si au cœur de l'adaptation il y a un nouveau type de politique publique qui est en train de se mettre en place. Alors, pour démarrer, en introduction, je voulais rappeler que le changement climatique et l'adaptation sont souvent mis en avant comme étant des enjeux emblématiques de la crise écologique planétaire qui se déroule actuellement. Et ce changement climatique comporte deux facettes. Le premier étant les évolutions climatiques graduelles, par exemple l'augmentation graduelle de la température, mais également les événements climatiques extrêmes, type inondations, qui peuvent se produire avec une plus grande intensité, une plus grande brutalité. L'adaptation au changement climatique comporte elle aussi du coup deux volets. Elle vise à s'adapter, à adapter les territoires et les systèmes à la fois à ces évolutions graduelles, mais aussi à ce que les climatologues appellent des chocs et des surprises. Cette adaptation, est-ce un nouveau sujet de l'action publique ? On peut constater un début d'institutionnalisation qui n'est pas encore complètement stabilisé ni finalisé. Je poserai pour ce point un paradoxe. Le premier, c'est que premier aspect de ce paradoxe, c'est que d'un côté, on a de nombreuses recettes qui existent. Si vous allez, par exemple, sur le site internet de l'ADEME, il y a de nombreux guides et également des formations qui sont développées. On a énormément de guides qui sont disponibles sur le site des grandes institutions. Donc l'adaptation au changement climatique serait institutionnalisée véritablement comme un nouveau domaine dont il faut s'approprier les outils et le vocabulaire. Mais en même temps, c'est également le parent pauvre, on utilise souvent cette expression, des politiques sur le climat. On quand même constate peu de mise à l'agenda dans la presse ou dans le débat politique local. Si vous regardez ce qui se passe autour de la COP21 qui va se dérouler prochainement à Paris en 2015, c'est quand même globalement assez peu médiatisé. Le deuxième point, c'est que cette notion de l'adaptation au changement climatique et aux changements globaux est finalement peu stabilisée. Elle est plutôt protéiforme. J'ai essayé de représenter ici, par ce type de représentation qu'on trouve sur Internet, les différents concepts et notions qui sont associés. On trouve évidemment les questions de transition énergétique, de société bas carbone, de transition écologique, bref, tout ce qui touche à l'environnement en général. Et dans le discours des acteurs, on peut repérer ce flou et cette percolation entre ces différents concepts. Ce n'est pas étonnant dans le sens où, évidemment, la notion d'adaptation est une notion aux influences multiples. On fait le rapprochement avec les risques naturels, la prévention et la gestion des risques naturels. On parle également de vulnérabilité, on parle d'aléas climatiques. On peut évidemment faire le lien également avec le développement durable, étant donné que l'adaptation est une manière d'agir aujourd'hui pour répondre aux évolutions du climat de demain. Donc j'ai essayé de poser une définition de l'adaptation qui est celle qui vous est proposée ici, est une définition que j'ai adaptée à la fois du GIEC et d'un chercheur en écologie qui s'appelle Merckx. Donc je souhaitais insister sur plusieurs termes. Le premier est la capacité à apprendre, entendant derrière ça une combinaison entre expérience et connaissance pour ajuster les systèmes territoriaux, aux grandes évolutions qui, comme l'ont rappelé un certain nombre de présentations depuis ce matin, ce n'est pas que au changement climatique et aux évolutions climatiques qu'on s'adapte, mais aussi aux évolutions écologiques, sociales, économiques, démographiques. On a parlé aussi ce matin d'évolutions institutionnelles. Donc l'objectif étant d'atténuer les risques qui découlent de tout ça et de maintenir une certaine stabilité sur notre système territorial. Donc la grande problématique de cette présentation et puis un peu plus loin de la thèse que je suis en train de démarrer, c'est est-ce qu'il y a une politique publique qui est en germe au cœur de cette adaptation ? Est-ce que c'est une nouvelle manière finalement de gérer et les territoires et les ressources ?
Donc mon premier point, j'ai essayé de regarder quel type d'ajustement on pouvait constater aujourd'hui sur les territoires. Et la deuxième partie touchera beaucoup plus à est-ce qu'on peut repérer les éléments constitutifs d'une politique publique à travers ces différents territoires et ces différents exemples. Alors, j'ai développé 4 exemples que je vais vous présenter juste après. Tous ne touchent pas à la gestion de l'eau, pour autant, tous sont transposables. Donc, le premier exemple, et ce qu'on trouve de manière assez courante sur les territoires quand on parle d'adaptation au changement climatique, c'est de développer la connaissance et de conforter cette connaissance à travers un porté à connaissance. Alors, pour exemple ici, le travail de l'agence de caractérisation des vulnérabilités du bassin. Je voudrais attirer votre attention sur l'objectif de ce travail qui est de faire un bilan des connaissances scientifiques sur les impacts et d'approfondir un peu plus derrière cette connaissance pour mieux caractériser quels sont les types de pression sur la ressource. Et également, à travers ça, on voit l'importance d'ores et déjà de la connaissance scientifique comme point de départ finalement de ces affaires sur le climat. Porter à connaissance, ça veut dire aussi une logique d'interpellation à l'adresse des élus, des riverains, des territoires. L'objectif étant aussi de faire exister, comme on le fait finalement depuis ce matin ici, faire exister cet objet climat, changement climatique, faire prendre conscience des freins qui existent en termes de comment on peut s'adapter et essayer de tenter de les lever. Donc ici, sur cette cartographie que vous pouvez retrouver sur le site de l'agence, eh bien, on va montrer en fait ces vulnérabilités qui sont spécifiques à chaque territoire. Donc derrière ces exemples d'adaptation, on a une logique de territorialisation qui est très forte, c'est-à-dire qu'on a problématiques spécifiques sur des sous-territoires, eh bien, il faut apporter des réponses également spécifiques. Deuxième exemple, il s'agit de s'adapter en aménagement de l'espace pour maintenir les activités qui s'y développent. Donc là, j'ai pris un exemple qui est plus près des territoires sur lesquels ma thèse porte, en l'occurrence le Languedoc-Roussillon. On est ici à Palavas, Carnon, où ce territoire est soumis en fait à un phénomène d'érosion du cordon littoral sous l'action des courants et puis des tempêtes, et une problématique de stabilisation du cordon dunaire. Donc en réponse à cette problématique, il y a eu un projet qui a été développé d'abord de réensablement de cet espace en allant pomper en fait un peu plus loin à l'Espiguette, et donc développant des méthodes dites douces, moins agressives que les traditionnels épis, brise-lames que vous connaissez certainement. Donc le résultat, c'est une plage élargie de 40 à 50 mètres selon les endroits, qui est profitable et à l'équilibre naturel et également aux visiteurs, aux touristes. Donc ce projet d'aménagement du site, il vise à renaturer, c'est-à-dire qu'on va être dans une logique où on laisse faire la nature, et à la fois on cherche à ne pas sanctuariser cette nature et à garder l'accessibilité. On va développer des parkings, on va développer des circulations douces, etc. Donc là, encore une fois, j'insisterai sur le fait qu'on maintient l'activité et qu'on est également sur du changement global, c'est-à-dire qu'on intègre plusieurs dimensions, la nature, le tourisme et les questions de climat et d'érosion côtière. Je reviens juste un petit peu, ou alors en arrière, je le dis juste à l'instant, j'ai cliqué trop vite. Sur l'aspect précédent, il y a quand même un effet, on le voit très clairement, d'opportunité. C'est-à-dire que là, on a une opportunité de réaménagement d'un site pour une meilleure accessibilité. Troisième exemple, là on est dans de l'adaptation qu'on pourrait caractériser comme proactive, c'est-à-dire qu'il s'agit véritablement d'anticiper et de prévenir les changements à venir. Ici vous avez l'image de travaux sur Arles. Donc c'était pour citer l'exemple du CIMADREM, qui est un gestionnaire de digues et qui, dans ses études récentes, a véritablement intégré l'aléa à venir et l'aléa climatique
avec l'intégration de l'incertitude qui porte aussi sur les niveaux, notamment les niveaux marins, qui sont au cœur des projections climatiques. Donc les ouvrages, ils cherchent à dimensionner en fait leurs ouvrages pour faire face à ces nouveaux aléas, ou en tout cas ces aléas intégrant l'incertitude. Dernier exemple, c'est un aspect qui est plutôt tourné vers l'adaptation comme étant une porte pour l'innovation, vers une autre manière de gérer les ressources. Donc ici, représenté le pays d'Arles, où le problème de l'eau se pose depuis très longtemps, avec des ouvrages vieillissants, avec un appui d'une activité agricole qui connaît un certain nombre de difficultés, et comme on l'a évoqué ce matin sur d'autres territoires, une multiplicité d'acteurs. Donc le problème de cette gouvernance de l'eau est posé par les élus, avec un certain découragement qui se fait sentir, et la relance possible de cette gouvernance a été faite lors de la discussion de l'adaptation, du volet adaptation du plan climat, énergie, territoire. Avec la création d'un groupe consultatif qui visait à recoller en fait les différentes études qui étaient disponibles sur le secteur, pour essayer d'avoir une vision un peu plus globale, estimer les évolutions de la ressource et intégrant les différents usages, le tout sous contraintes climatiques. Donc ici, on a à nouveau un effet d'opportunité avec une gouvernance qui va dans le sens d'une gestion intégrée. Et l'adaptation au changement climatique permet de renforcer cet élément. Donc, en conclusion de ce premier point, vous l'avez vu, on a de multiples manières de s'adapter sur les territoires. On peut avoir des questions de renforcement, des mesures de renforcement des connaissances, des mesures de gouvernance, des mesures plus techniques, comme on l'a vu avec le CIMADREM. Globalement, on est surtout sur des actions qu'on appelle sans regret, c'est-à-dire des actions qui ont un sens, qui ont une utilité, même si les évolutions climatiques à venir n'adviennent pas telles qu'elles sont prévues actuellement. En tout cas, on a une adaptation qui peut être spontanée, mais qui peut être aussi réactive. Et je soulignerai à ce titre les spécificités du monde de l'eau, à savoir une incertitude plus forte sur les précipitations que sur les températures. Donc on l'a vu dans la présentation précédente avec la difficulté à modéliser ce fleuve ou ces bassins versants. Et puis on a dans le monde de l'eau de nombreuses échelles spatiales et temporelles. De la même manière, on n'a cessé de le souligner depuis ce matin. Donc l'adaptation au changement climatique dans le domaine de l'eau est d'autant plus ardue. Pour autant, à côté, on a des capacités d'adaptation qui ont déjà été développées par avant, et en l'occurrence autour de la gestion intégrée de la ressource en eau, par exemple. Donc, mon deuxième point était d'essayer de retrouver en fait les éléments constitutifs d'une politique publique. Premier élément, est-ce qu'il y a une mise à l'agenda? Alors, les politistes parlent, enfin, c'est une histoire ancienne chez les politistes, cette question de la mise à l'agenda. C'est ce processus qui fait finalement du climat une problématique dont on doit discuter et qui est portée par un acteur public et à laquelle il est nécessaire de répondre et de mettre en place des réponses. Cette mise à l'agenda de l'adaptation au changement climatique, elle est très descendante. Elle vient d'abord de l'international, elle vient du GIEC, elle vient du plan national d'adaptation au changement climatique en 2006. Puis les lois Grenelle ont standardisé, ont appuyé en fait sur cette obligation légale avec l'obligation des territoires de plus de 50 000 habitants d'avoir un plan climat-énergie-territoire avec 2 volets obligatoires, l'atténuation et l'adaptation. Et donc ça a généré en fait une généralisation de ces démarches climat et de ces démarches autour de l'adaptation. Deuxième facteur de mise à l'agenda, on a des techniciens convaincus et des organismes de recherche parfois qui portent cette question et qui font exister, comme je disais tout à l'heure, cet objet climat. Par exemple, en Pays d'Arles, au sein du syndicat mixte du Pays d'Arles, la démarche, elle a été portée au départ par les techniciens du parc naturel régional et par des techniciens du syndicat mixte et associant les techniciens du SCOT. Donc là, on voit que le rôle des techniciens convaincus n'est pas anodin.
Et puis, parfois, on peut avoir évidemment des mises à l'agenda conjoncturelles du fait d'un effet d'opportunité de l'appel à projet, comme l'ADEME peut en porter régulièrement, mais également d'éventuelles alertes météo. Donc l'adaptation, c'est un sujet consensuel, c'est-à-dire que ça ne fait pas beaucoup débat ou beaucoup l'objet de tensions sur les territoires. C'est plutôt au croisement d'injonctions réglementaires, d'incitations et d'une certaine maturation technique. Donc les acteurs en présence autour de cet objet adaptation au changement climatique, eh bien, on a différentes communautés qui parlent d'adaptation et qui la véhiculent. Première communauté, on l'a dit, je l'ai dit précédemment, c'est le fait que l'objet climat est d'origine scientifique. C'est le GIEC au niveau international qui a porté cette problématique. Donc les arènes scientifiques et expertes se sont emparées de cette question. L'adaptation fait aujourd'hui partie des appels à projets recherche, comme auparavant l'était le développement durable. Donc, parmi ces scientifiques et ces experts, on peut citer un certain nombre de projets de recherche. J'avais notamment noté R2D2 comme étant l'une de ces arènes où on le voit, on intègre aussi des bureaux d'études, on fait des restitutions sur les territoires pour faire parler cet objet climat. Sur la Camarde, je peux vous en citer d'autres. Je ne vais pas faire la liste ici, mais toujours étant, le rôle du scientifique là-dedans, c'est un acteur parmi d'autres. Il est finalement aujourd'hui partie prenante de cette élaboration de l'adaptation au changement climatique. Il a évidemment un rôle de transfert des connaissances, mais il a aujourd'hui, et on le voit sur la question qui a été posée juste avant, un rôle d'interprétation des connaissances. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser une modélisation telle qu'elle a été produite par un scientifique ? Peut-être pas tout à fait, quoi. Il y a un degré de complexité qui est là, et donc le scientifique a un rôle dans cette interprétation. Et l'oblige aussi à une posture de réflexive par rapport au rôle qu'il endosse dans ces dispositifs. Donc finalement, autour de ces scientifiques, il y a quelque chose, et entre les mains, je dirais, de ces scientifiques, il y a quelque chose de plus compliqué que l'était l'alerte. On parle beaucoup en ce moment des lanceurs d'alerte, mais je crois que dans l'adaptation, il y a vraiment quelque chose d'un peu plus compliqué qui va un peu au-delà, qui arrive après. Dans ces arènes scientifiques et expertes, je mets aussi les bureaux d'études. On a eu toute une émergence d'un marché de l'adaptation, notamment autour des plans climat-énergie-territoire, qui ont posé les bases de ce marché. Donc, ce qu'on peut mettre en exergue, c'est d'une part cette approche scientifique, une approche aussi qui est très technique ou très techniciste, c'est-à-dire on utilise un jeu de données climatiques, des jeux de données climatiques, on utilise des projections climatiques, on en déduit des impacts, on étudie les vulnérabilités, et derrière, l'idée, c'est bien sûr de maîtriser et de contrôler la nature, qui s'impose à nous avec force aujourd'hui. Et donc l'idée selon laquelle, avec plus de données et plus de mesures, eh bien, on pourrait avoir une décision beaucoup plus efficace. Autre élément que je voulais mettre en exergue aussi, c'est le fait qu'on est dans une approche très sectorielle, c'est-à-dire on va regarder ce qui se passe en termes de changement climatique sur l'eau, sur l'urbanisme, sur la biodiversité, sur l'urbain. Autres grands acteurs, les collectivités, avec les techniciens, on l'a vu, qui étaient plutôt des techniciens convaincus qui portaient le problème, qui n'avaient pas forcément de mandat précis ni de commande directe et très pressante de la part des élus. On essaie de savoir ce qui va se passer et comment on va pouvoir y répondre. On est donc en maturation. Et puis les élus qui, pour la plupart, sont pas forcément moteurs, mais en tout cas qui donnent leur accord pour aller dans ce sens-là. Entre les deux, on a des organismes frontières. Donc, dans les exemples, j'avais mis l'Agence de l'eau, mais aussi l'ADEME, sur d'autres territoires comme Languedoc-Roussillon, le BRGM, pourquoi pas aussi l'IRSTEA, bien sûr. Voilà, on a tout un certain nombre d'acteurs intermédiaires qui peuvent être des bureaux d'études, qui peuvent être des chercheurs, qui peuvent être aussi ces concepteurs de recherche comme les l'ADEME, qui d'une part formatent et contribuent à faire circuler un vocabulaire spécifique. Tout le monde aujourd'hui a entendu parler du terme de résilience. Or, il y a quelques années, c'était un terme qui n'était absolument pas employé dans l'espace public. Le terme de vulnérabilité, d'adaptation, d'aléa, enjeu, exposition, sensibilité, etc. Donc tout ce vocabulaire, il est confectionné, il se structure et il témoigne de la structuration d'un champ professionnel qui est en train de se constituer.
Deuxième fonction de ces organismes frontières, c'est la circulation des connaissances et la relocalisation des connaissances. Encore une fois, sur la question de l'adaptation, il y a quelles sont les bonnes courroies de transmission et comment réussir à créer un creuset de socialisation entre scientifiques, techniciens, décideurs, élus. L'adaptation et sa logique renvoient à une territorialisation qui sont importantes. Derrière territorialisation, il y a l'idée qu'il y a une possibilité, une ouverture d'un espace d'expérimentation locale qui résiste finalement à la standardisation. Et c'est bien à ça auquel les territoires se frottent. Je parlerai très peu des acteurs économiques que j'ai peu eu l'occasion d'interviewer pour l'instant, mais on sent qu'ils commencent à se positionner, à aller chercher en fait de l'information et à aller rechercher des choses en termes d'impact. Et la question et le public dans tout ça, finalement, l'adaptation est quand même un sujet en chambre. Je passerai vite fait sur cette carte pour plutôt aller sur la grammaire en fait de l'adaptation. Alors on en voit ici 4 aspects. Le premier, c'est qu'on a des injonctions symboliques, c'est-à-dire qu'on a quand même des inscriptions dans le code de l'environnement et le code de l'urbanisme. On a également tout un vocabulaire que j'ai relevé ce matin dans d'autres présentations, qui est celui de la flexibilité. C'est-à-dire on va chercher à mettre en place des actions dont on peut ajuster en cours la trajectoire. On peut apporter des réajustements nécessaires pour le suivi et évaluation, des actions qui soient réversibles. Et ça, je pense que c'est une composante assez nouvelle en termes d'action publique. L'aspect robustesse, donc là pareil, qui est un terme assez utilisé en ce moment. Donc le tout étant d'avoir une bonne compréhension des impacts pour pouvoir mieux s'en protéger. Les actions sans regret, je l'ai évoqué tout à l'heure. J'insisterai juste sur les deux derniers points. Le premier, c'est qu'on arrive dans ces élaborations de stratégies d'adaptation à des points d'achoppement dans l'élaboration de la politique. C'est le moment des choix stratégiques. C'est là qu'interviennent les coûts de l'action, mais ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, et dont on ne parlait pas auparavant, c'est le coût de l'inaction, les coûts évités. Et là, on va, à ces étapes-là de choix stratégiques, on va voir se développer des analyses coûts-bénéfices. 2 types d'instruments que j'ai pu déceler sur les territoires, c'est à la fois des logiques plutôt de plans, de stratégie locale, ou alors, à l'inverse, d'intégration dans les politiques publiques qui sont déjà en place, c'est-à-dire on intègre des prescriptions pour les normes de construction par rapport à l'îlot de chaleur urbain et au réchauffement du milieu urbain sous effet du changement climatique. On intègre des coefficients de végétalisation des espaces urbains, tout ça dans les SCOT et les PLU. Donc on a aussi une logique de percolation dans les politiques publiques qui sont déjà en place. En termes de conclusion, l'adaptation, c'est bien une affaire locale. Se pose la question derrière cette affaire locale, mais quelle est la légitimité de l'action en matière d'adaptation ? Sachant qu'on est sur des résolutions parfois à l'échelle, ou des problématiques posées à l'échelle planétaire. On l'a vu, elles se déclinent au niveau local, mais quelle est la légitimité de l'action au niveau local ? Deuxième aspect, c'est l'adaptation est aussi une opportunité d'innovation. Elle permet de bousculer en fait les manières de faire. Et elle pose la question de la standardisation des solutions. Vous savez, dans l'aménagement du territoire, on est sur des logiques peut-être davantage standardisées, avec des logiques planificatrices. Donc là, on est obligé de bousculer ces manières de voir pour intégrer l'incertitude, qu'on ne peut de toute façon pas éliminer. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose d'important autour de l'innovation. Deux limites quand même. La première, c'est la question de l'incertitude. On ne peut pas tout prévoir, évidemment. Et la deuxième, c'est parfois l'adaptation n'est plus possible. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du littoral où il y a de l'érosion côtière et puis il y a une remontée du niveau marin, à un moment donné, il va falloir changer le système. Et là, je dirais que c'est là où c'est le plus épineux. 2 dernières citations pour vraiment terminer cette fois. C'est une citation d'abord d'un chercheur qui est aussi quelqu'un qui accompagne des territoires, et puis d'Hervé Le Treut. Donc, le premier, c'est une
ne s'agit pas de prévoir l'imprévisible, mais de s'entraîner à lui faire face. Et la deuxième citation, c'est « Il y a toujours une dimension de pari sur l'avenir, et ce pari doit être assumé collectivement ». Merci de votre attention. Merci.